Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Vendredi 28 février 2025, sous les yeux ébahis de la planète, Donald Trump infligeait une humiliation diplomatique sans précédent à un pays allié. I don't think you'd be a tough guy without the United States, and your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. Cette attaque, d'une rare violence, faisait suite à des semaines très contentieuses. En bon capitaliste prédateur, Trump a voulu faire main basse sur les centaines de milliards de dollars de terres rares ukrainiennes sans donner de contrepartie militaire solide. Colérique et impatient, le refus poli de l'Ukraine a provoqué son courroux. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Pour punir l'indiscipliné Zelensky, il a ordonné que les États-Unis cessent leurs opérations cyber contre la Russie, puis le partage de leurs renseignements avec l'Ukraine, pour enfin annoncer la pause dans leur aide financière, humanitaire et matérielle. En redessinant, à coups de hache dans le dos d'un allié, la place des États-Unis dans l'ordre mondial, Donald Trump a forcé ses partenaires à reconstruire leur doctrine stratégique. Le lundi 3 mars, les députés et le gouvernement français se sont donné le change et ont partagé réflexions, questions et propositions sur la place de la France et de l'Europe dans le monde à l'aune de cette nouvelle donne. Ce débat est organisé selon les termes de l'article 50-1 de la Constitution et son but est que le gouvernement partage avec la représentation nationale non pas seulement des informations, mais une vision d'une situation historique qui est à nos yeux la plus grave, la plus déstabilisée, la plus dangereuse de toutes celles que notre pays et notre continent ont connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mercredi 5 mars au soir, Emmanuel Macron a adressé une allocution aux Français pour expliquer sa nouvelle doctrine stratégique. Je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe. Et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Cette réévaluation de la doctrine stratégique française est une question complexe. Quelles sont les grandes options? Pour quoi faire? Avec qui? Dans quelle mesure? Et surtout, avec quel argent? C'est ce dont on va parler tout de suite dans notre première rubrique, et on reviendra ensuite sur les actualités politiques qui ont pu passer sous les radars avant de nous pencher sur les récentes victoires écologistes. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. L'intervention présidentielle et le débat à l'Assemblée ont annoncé la fin d'un monde pour justifier des dépenses pharaoniques. Discrètement, la question de la diplomatie du parapluie nucléaire français s'est invitée dans les débats. Qui protéger et pourquoi? À son habitude, Emmanuel Macron a prononcé une allocution plus occupée à montrer qu'il fait l'histoire qu'à vraiment la faire. On verra enfin que si le RN s'habille des oripeaux de la paix, c'est pour mieux garder le couteau entre les dents. Comme Macron et Bayrou l'ont répété, nous sommes dans un monde nouveau. Le 24 février 2022. Cette date, nous avons été plusieurs à le dire à cette époque. Cette date a été un basculement entre deux mondes, un basculement aux conséquences planétaires. Et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. Et chacun y est allé de sa petite rengaine anxiogène. Mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique, et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. C'est la fin de la loi du plus juste, c'est le règne de la loi du plus fort. Ainsi, par décision d'un seul, devenu chef de meute, sont reniés les efforts consentis depuis plus de 100 ans pour arracher l'humanité à sa naturelle inhumanité. Bref, nous serions dans un monde post-ordre onusien, assis sur une poudrière prête à exploser. L'Europe serait menacée de partout, et la seule solution, c'est l'armement. Mais la situation que je vous décris est celle-là, et nous devons faire avec. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Encore une fois, Emmanuel Macron a appelé à un changement de méthode. Les solutions de demain ne pourront être les habitudes d'hier. Comme d'habitude, dans ce monde nouveau, les réflexes, eux, sont bien anciens. Des sujets ont été méticuleusement évités, alors que leur similitude rend ce silence
inique. La France et l'Europe ont ainsi l'impératif moral et l'impératif diplomatique de ne pas laisser s'installer un double standard. L'Europe ne peut pas défendre l'intégrité de l'Ukraine et abandonner la Palestine. Le droit international doit prévaloir partout et protéger chaque peuple. La duplicité de la diplomatie française n'a été évidemment mise en avant que par les forces progressistes. Comment voulez-vous être crédible quand vous refusez d'exécuter le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Netanyahou, mais que vous le ferez sans hésiter à l'égard de Poutine? Comment voulez-vous que les autres pays vous respectent lorsque le président de la République normalise la colonisation du Sahara occidental par le Maroc et que M. Larcher, Mme Dati se rendent dans ce territoire occupé, reconnu non autonome par l'ONU et donc par le droit international? Ainsi, dans ce nouveau monde, ce qui a surtout changé, c'est que le peuple qu'on attaque est européen et chrétien. Il devient alors légitime de financer des dépenses pharaoniques pour renforcer notre sécurité collective. Bien entendu, tous les partis de gauche ont défendu le droit souverain de l'Ukraine à disposer de son territoire intact. Se pose la question de la souveraineté de l'Ukraine. Reconnaissons-nous aux Ukrainiens le droit de décider pour eux-mêmes? Ou sont-ils condamnés, même indépendants, à rester dans la sphère d'influence et sous le contrôle de la Russie? Mais, contrairement aux autres partis, ils ont aussi montré que derrière ce patriotisme retrouvé se cachaient bien d'autres intentions. Comme Cyril Châtelain l'a remarqué, la richesse de la Russie vient de ses combustibles fossiles, dont l'Europe est cruellement dépendante. Il faut arrêter l'achat de gaz, de pétrole et d'uranium enrichi russe. Chaque euro versé à Gazprom ou aux compagnies fossiles est un euro qui finance la guerre russe. Ainsi, notre mollesse écologique n'a fait que financer la guerre d'agression menée par la Russie, devenue difficile à arrêter. Face à cette menace grandissante et à la traîtrise américaine, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait ouvrir une discussion sur l'extension du parapluie nucléaire français à d'autres intérêts stratégiques vitaux que ceux de notre pays. Répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Cette extension du parapluie a été vivement critiquée par l'extrême droite. Depuis désormais quelques années et encore vendredi dernier, le président de la République, pourtant garant de l'indépendance nationale et donc de son plus puissant outil, l'arme nucléaire, par une communication au mieux hasardeuse, au pire parjure, fragilise notre modèle de dissuasion et malheureusement, ces propos ont percé à l'étranger, le partage de notre dissuasion devenant un sujet dans certaines capitales européennes. Alors permettez-moi de rappeler à nouveau que partager la dissuasion, c'est l'abolir. Le feu nucléaire, degré suprême de la souveraineté, est un absolu. Un absolu ne se relativise pas, sauf à ne plus exister. Mais de quoi s'agit-il ? Comme l'ont rappelé les ministres, pas question de partager l'arme nucléaire, elle restera bien française. Personne n'a jamais dit qu'on la partagerait. Personne. Le mot partager n'a jamais été prononcé. Et il se trouve, j'ai d'ailleurs publié ce week-end, que du général de Gaulle à Emmanuel Macron, on pourrait citer également le président Hollande qui siège ici, tous les chefs d'État successifs ont toujours défini nos intérêts vitaux comme ayant une dimension européenne. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, n'étant pas strictement enfermés dans les frontières françaises. Le général de Gaulle étant celui d'ailleurs qui avait l'acceptation la plus offensive, puisque dans une instruction écrite aux armées en 1964, il dit même que si l'Allemagne de l'Ouest et le Benelux sont attaqués, il considérerait que nos intérêts vitaux étaient engagés, et donc même il signifiait par écrit à l'avance que nous rentrions dans une grammaire nucléaire. Emmanuel Macron a ouvert la porte à intégrer sous la protection nucléaire française d'autres pays européens, comme le font déjà les États-Unis d'Amérique. Concrètement, ces pays passeraient sous protection française et non plus seulement américaine. L'extrême droite a menacé l'Europe des pires catastrophes si c'était le cas. Déclencher le feu nucléaire est indissociable d'une légitimité nationale et populaire. Et on ne dissuade un agresseur potentiel qu'en le laissant dans l'incertitude. Incertitude du point de non-retour justifiant une première salve, du moment choisi pour la déclencher et des cibles choisies, mais surtout incertitude du contenu symbolique assigné aux intérêts vitaux. Il y a fort à parier que cette extension de la protection nucléaire française soit surtout l'occasion pour le secteur français de la défense de pouvoir négocier plus avantageusement de prochains contrats. Les pays nouvellement protégés par la dissuasion française seront fortement incités à acheter français plutôt qu'américains. En abusant de sa position prépondérante, Trump n'a eu qu'un effet, souder l'Union européenne qui l'exècre, estimant qu'elle n'a été construite que pour emmerder les États-Unis. It was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president.
Trump a traité ses alliés européens comme des ennemis en oubliant que plus de 80% de la dépense militaire des autres pays de l'OTAN va directement dans la poche des entreprises américaines. Cette diplomatie américaine de la grenade sonnera peut-être la fin de leur hégémonie militaire en Europe et renforcera l'autonomie et l'indépendance stratégique européenne, peut-être sous la houlette de la France. Cette recomposition stratégique et diplomatique a été l'occasion de bien des platitudes présidentielles aussi menaçantes que creuses. Comme à son habitude, le président s'est livré à d'impressionnants gargarismes. La France ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Oui, c'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité, mais c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie, une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche libre, du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. C'est cela ce que nous portons et qui se joue. Sans surprise, il a annoncé une augmentation de l'investissement militaire. Mais compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. Sans surprise non plus, il l'a annoncé sans nouveaux impôts. Sans que les impôts ne soient augmentés. Et on sait déjà qu'une partie sera payée avec un emprunt européen. On sait aussi que les dépenses militaires seront sorties provisoirement du calcul du déficit public. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. Comme de nombreuses personnalités politiques à gauche l'ont fait remarquer, les fins de non-recevoir budgétaires ont disparu. Elles ont disparu alors qu'elles ont coûté son poste à Michel Barnier, montrant par là que la rigueur budgétaire est à géométrie variable. Et aujourd'hui, Madame von der Leyen suggère benoîtement que les déficits cessent d'inclure les dépenses militaires. Mais que n'y a-t-elle pensé pour financer la bifurcation écologique du continent ? Que n'y a-t-elle pensé pour organiser la convergence des modèles sociaux ? En réalité, personne n'est dupe face à la crise enquistée du capitalisme. L'économie de guerre est un expédient dangereux. Alors, notre bon président a annoncé que le financement serait mixte, investissement privé et choix budgétaire. Autrement dit, encore de la dette, toujours plus de dettes et pour rembourser tout ça, toujours plus de réformes sociales. On ne sait pas encore où ça va aller, mais les économies de guerre en général, ça se fait sur le social. Pour masquer ce coup d'état social pour renforcer le militaire, le président n'a pas hésité à transformer les Français en petits actionnaires de la paix. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Alors nous ferons face, ensemble. Il présente ainsi les citoyens comme des actionnaires paresseux, âpres au gain. C'est entendu, il ne faut pas succomber à son égoïsme et bien endurer les inévitables réformes sociales nécessaires à financer une industrie mortifère. Cette reconfiguration présidentielle montre encore une fois l'extrême droitisation de ses positions, parfois indistinguables de celle d'Éric Ciotti lui-même. Soit elle se réarme en soutenant massivement sa base industrielle et technologique de défense, en faisant primer le régalien sur le social. C'est en retrouvant de la force que nous pourrons dissuader les puissances prédatrices. Pour faire passer la pilule, notre président a indiqué souhaiter qu'on lui fasse des propositions. Et j'invite toutes les forces politiques, économiques et syndicales du pays à leur côté à faire des propositions à l'aune de ce nouveau contexte. Incapable de formuler clairement le recours aux partenaires sociaux, incapable de donner une place digne au Parlement et à ses membres, Emmanuel Macron se contente d'un vague appel aux propositions, là pour masquer sa verticalité présidentielle. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Se payer le luxe de ces sorties aussi vides qu'inutiles montre les priorités présidentielles à un moment stratégiquement crucial, où la France peut endosser un rôle aussi important. Alors que l'histoire s'écrit parfois sans nous, et que le sort de l'ordre mondial change brutalement, parfois contre nous, les poésies présidentielles sont autant de preuves de l'infinie vanité de son auteur. Occupé à se regarder faire l'histoire, à fabriquer les traces de sa propre hagiographie, Emmanuel Macron nous rappelle encore une fois que pour lui, le pouvoir est un jeu où l'image compte plus que l'action, et l'extrême droite reste une interlocutrice privilégiée à la gauche. Mais alors justement, que fait l'extrême droite dans tout ça ? On sait qu'elle adore Poutine et qu'elle révère Trump. Et pourtant, la menace vient et de Poutine et de la trahison de Trump.
L'exercice de contorsionniste s'avère ardu, mais Marine Le Pen a une solution à laquelle on n'avait jamais pensé. C'est dans ce sens que, vous le savez, j'ai proposé il y a quelques mois une déclaration des droits des peuples et des nations pour offrir un outil supplémentaire dans le droit international. La proposition de Marine Le Pen est un couteau sans lame. Une nouvelle déclaration inutile car non contraignante. Elle ne sert qu'à brasser du vent et se parer des atours du droit international. Il s'agit de la stratégie du loup. Comme tous les partis fascistes d'autrefois, le RN a adopté cette stratégie. Déguisé en agneau, il s'infiltre dans la bergerie pour mieux préparer son coup. Loin de s'éloigner de Trump, elle a repris les éléments de langage de la Maison-Blanche. Chacun aura compris le calcul consistant à éviter la consolidation d'un axe Russie-Chine, une des conséquences de l'intransigeance occidentale vis-à-vis de la Russie ces dernières années. En présentant la trahison de Trump comme une tentative maligne de briser le duo Russie-Chine pour affaiblir la puissance chinoise, Marine Le Pen ne fait que reprendre les abrutissants mensonges du président délinquant américain. Comme si sauver Poutine et son oligarchie criminelle séparerait la Russie de la Chine. Sauver Poutine ne sauvera que Poutine, et Marine Le Pen reste une alliée objective de la Russie poutinisée. Propagande russe que nous entendons malheureusement sur nos bancs dans les bouches de Marine Le Pen. La Russie ne sera jamais une alliée de l'Occident libre et indépendant. Elle se cache derrière l'OTAN pour justifier ses agressions. Souvenons-nous que les Américains, au grand plaisir des Russes, ont retiré leur base militaire d'Europe en 2012. Pour quel résultat ? En 2014, la Crimée est envahie par la Russie. Comme les fascistes d'avant-guerre, la Russie se dit pour la paix, signe des cessez-le-feu avec Minsk 1 et 2, mais continue sans relâche à faire la guerre. Le RN, sans inspiration, appelle, comme les ligues fascistes d'avant-guerre, lui aussi à la paix. Notre souhait est qu'il puisse y avoir des conflits qui s'arrêtent, une trêve mesurable, vérifiable, qui permette la négociation d'une paix durable le 20 février 2025. Pourtant, assez rapidement, une petite musique bien différente a fait son entrée. En un mot, il est incontestable que nous devons soutenir l'Ukraine pour qu'elle reste souveraine et libre. Mais nous devons le faire avec réalisme et en gardant à l'esprit nos propres intérêts nationaux, plus qu'avec des coups de menton dépourvus d'effet. On soutient la liberté, mais uniquement pour notre intérêt national. Et cet intérêt national, il faut le protéger à tout prix, parce que c'est ce que font les autres, comme Trump. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il ne faut pas être naïf. Si l'inflexion profonde des États-Unis vis-à-vis du conflit ukrainien vise à un arrêt des combats sans capitulation ukrainienne pour espérer arriver à un accord de paix, elle n'en demeure pas moins guidée par la défense des intérêts américains, en particulier économiques. Et l'argument est redoutable. En s'appuyant sur la trahison de Trump pour dénoncer sa duplicité, Marine Le Pen en arrive à la conclusion que tout le monde fait pareil. Dans bon nombre de nations, nous constatons l'arrivée aux responsabilités de dirigeants qui font de la défense des intérêts de leur pays un objectif premier de leur politique. Et si tout le monde fait pareil, que faut-il faire ? Faire pareil. Pousser exclusivement pour l'intérêt de la France et des Français. Si nous sommes alliés des États-Unis, nos intérêts ne coïncident pas forcément. Pour éviter tout risque de vassalisation, il faut sans cesse garder comme ligne de conduite la défense de l'intérêt de la France et des Français. Ainsi, en dénonçant la trahison de Trump comme déloyale et inique, Marine Le Pen en vient à consacrer la philosophie qui en est la cause. Loin de critiquer Trump, elle veut faire pareil. Tout pour la France, rien pour les autres, quitte à démolir les décennies de coopération méditerranéenne et européenne au nom de la protection de l'identité nationale. Dans cette version de l'identité française, on y trouve surtout nos heures les plus sombres. La colonisation, la collaboration et les autres guerres que nos dirigeants ont menées contre leur peuple. On évite de trop parler de fraternité, d'humanisme et de dignité, des valeurs pourtant bien plus précieuses à protéger et promouvoir. Revenons à une politique plus terre-à-terre, mais non moins symbolique et délicate. Dès sa première réunion, Force ouvrière a quitté le conclave organisé par François Bayrou sur le dossier des retraites. Nous ne participerons donc pas à l'instrumentalisation ni à l'intégration des organisations syndicales de salariés dans un processus gouvernemental dit délégation paritaire permanente. Pour Force ouvrière, l'équilibre financier des régimes de protection sociale, c'est les cotisations et donc l'augmentation des taux d'emploi et des salaires. La seconde réunion avait lieu jeudi 6 mars. L'enjeu central reste le recul de l'âge légal de la retraite. Les organisations syndicales, toutes unies derrière l'abrogation de ce changement, se sont heurtées à l'intransigeance patronale, pour qui la solution la plus efficace au déficit des caisses reste le recul de l'âge légal. Si ce blocage se poursuit, le conclave aura été ce que la gauche, à l'exception notable du PS, avait anticipé, une perte de temps et une distraction. Du nouveau dans l'affaire Collère.
La dernière fois, nous vous avions parlé de la convocation du secrétaire général de l'Élysée devant la commission des finances en formation d'enquête. Cette dernière cherchait à déterminer les causes du dérapage budgétaire. Pour cela, elle avait besoin d'entendre le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Collère. Oui, juste cette information, tout à l'heure Paul Vallier, vous parlez de commission d'enquête. Vous savez que j'en préside une autre en ce moment sur la question du dérapage des déficits budgétaires 2023-2024. Et vous savez que j'ai donné une dernière chance à M. Collère pour se présenter devant notre commission, puisqu'il en a l'obligation. Il vient de me répondre à l'instant que ça ne sera pas le cas. Donc je vais évidemment entamer dès ce jour des poursuites devant le procureur de la République sur cette question. Voilà. Alexis Collère a donc de nouveau indiqué qu'il ne se rendrait pas aux convocations de la commission alors que la loi l'y oblige. On l'annonce même sur le départ de l'Élysée pour aller à la Société Générale. Va-t-il vraiment partir? Finira-t-il par se rendre devant la commission? Sera-t-il condamné en cas de refus? Affaire à suivre encore. Dans le même temps, tous les projets de la gauche ne se sont pas heurtés au mur macronien. Le projet d'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres a pour l'instant été annulé. Les médias en ont beaucoup parlé et pas toujours avec finesse. Je trouve que le sujet de la 69 illustre notre pays et qu'il est formidable, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que le tribunal administratif de Toulouse a donc rendu son verdict hier sur ces 55 km qui doivent relier Toulouse à Castres. Nous sommes gangrénés dans l'espace médiatique, dans l'espace judiciaire, dans cet espace politique parfois, par des gens qui représentent très peu de gens. Libération, pardonnez-moi de le dire, c'est très peu de gens qui sont... très peu de journaux vendus. Mais en revanche, dans ces milieux-là, c'est 80 ou 90%. Alors cette autoroute... Donc elle est là, la bataille culturelle et idéologique à mener. Cette autoroute de 50 km qui nous en dit tant sur le pays, nous dit Pascal Pro. Alors, regardons de plus près si le tribunal administratif de Toulouse sait ce woko-bolchevique qu'on nous promet. Pourquoi a-t-il annulé ce projet ? Christine Arrigui, députée écologiste, l'a rappelé au gouvernement. Monsieur le Premier ministre, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'A69 ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur selon l'article 411.1 et 2, précisé par décret en Conseil d'État, signé par Madame Borne, Première ministre, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Marc Fesneau, Agriculture et Hervé Berville. Peu convaincu, le gouvernement a déroulé son argumentaire de soutien. Votre victoire judiciaire est une défaite pour des milliers d'habitants du Tarn. Un projet à l'arrêt qui traverse 30 années de procédure, ayant obtenu toutes les autorisations légales et dont les 2/3 sont déjà réalisés. Mais, contrairement à ce qu'avance le ministre, le projet de l'A69 n'a pas réuni toutes les obligations légales. Et c'est ce qu'a vérifié le tribunal administratif. En effet, il a vérifié que les conditions d'application de l'autorisation étaient bien réunies. Il faut que le projet ait une raison suffisante pour détruire ou menacer ces espèces, car sinon, il n'a tout simplement pas le droit d'exister. Alors, quelles sont ces si bonnes raisons ? Gagner 20 minutes de voiture, diminuer la mortalité et désenclaver la région. Or, aucun de ces arguments n'a été convaincant pour le tribunal administratif. Certes, les autoroutes sont moins mortelles que les nationales, mais avec ce raisonnement, on justifie toutes les autoroutes qu'on veut. Or, le tribunal a noté que la nationale faisant le même chemin n'était pas spécialement plus dangereuse que les autres. Le tribunal a aussi noté que Castres était une ville économiquement stable et qu'elle n'était pas en asphyxie économique. Enfin, le gain de 20 minutes a semblé un peu faible, alors qu'on parle de la santé et de la sécurité de plus de 78 espèces végétales et animales. Évidemment, les intérêts en place se moquent bien de ces espèces. L'État fera donc appel de cette décision et demandera un sursis à exécution pour que le chantier puisse reprendre au plus vite. Non pas par obstination, mais bon sens. Un projet réalisé à plus de 70% et par respect de la volonté démocratique exprimée par ces territoires. Je vous invite à sortir des postures idéologiques. L'écologie ne peut pas être un prétexte pour condamner les territoires ruraux à l'enclavement. Cette réponse insultante et méprisante défie l'autorité du tribunal administratif pour essayer de passer en force. Ce jugement, votre gouvernement le conteste à grand renfort de déclarations irresponsables de la ministre de la Transition écologique et du ministre des Transports qui, en plus, demandent la poursuite du chantier au mépris de la justice et du principe de l'état de droit. Leurs arguments, un coût pour le contribuable et un chantier déjà bien avancé. Mais ce n'est pas la justice qui met le contribuable en difficulté, c'est votre aveuglement à poursuivre ce projet, malgré ses incohérences économiques, ses aberrations sociales, sa dette environnementale et son montage juridique hasardeux, soigneusement couvert par le secret des affaires.
Monsieur le Premier ministre, respecter l'état de droit ne peut être à géométrie variable. Il n'est pas inutile de rappeler que cette année, nous avons pour la première fois depuis des centaines d'années assisté à l'extinction pure et simple d'un oiseau sur le continent européen, le courlis à bec grêle. Mais ça vaut bien 20 minutes entre Toulouse et Castres. Le 21 février dernier, les députés écologistes avaient leur journée à l'Assemblée nationale et ils ont pu obtenir quelques belles victoires. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Contre toute attente, la proposition a fini par être adoptée. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi par scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 186, exprimé 155, majorité 78 pour 116, contre 39, la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches est adoptée. La première étape est ainsi franchie vers une mise à contribution des ultra-riches. Je crois que c'est un signal aussi pour le monde. Oui, l'immunité fiscale des milliardaires, c'est terminé. Nous avons affirmé collectivement, les milliardaires doivent contribuer à l'effort collectif comme les autres. L'évasion fiscale des ultra-riches, ce n'est plus acceptable. C'est cela que nous avons affirmé ce soir. Elle a aussi été l'occasion d'un consensus à gauche, assez rare pour être noté ces derniers temps. Il y avait même des insoumis pour applaudir Clémentine Autain. Je voudrais commencer par remercier ma collègue Clémentine Autain, sans qui il n'y aurait ni texte ni victoire. Il reste encore un long périple pour cette proposition de loi qui doit encore être adoptée par le Sénat, présidée par ce bon vieux bonhomme. Dont on sait que la seule écologie qu'il connaît, c'est celle des chasseurs. Pas sûr que la proposition écolo passe le barrage Larcher. Voilà pour cette fois. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Dissolution. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et si vous le pouvez de faire un don ou de vous abonner sur blast-info.fr. Dernier point. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, il reste 122 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Erasme, éloge de la folie. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.